Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushima-Guité. Nous sommes le vendredi 23 juillet 2021. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de la Radio Publique Africaine, dont voici les grands titres. La distribution des armes aux Imbonerakure qui se fait ces derniers jours dans différentes localités du pays montre qu'il n'y a pas de différence entre le régime d'Evariste Ndayishimiye et celui de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. Propos de Jean Bosco Ndayikengurukiye, président de l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, à Néransik. Quant aux représentants des jeunes du parti Ipona non reconnus par le régime de Gitega, ces Imbonerakure devraient d'abord s'intéresser à l'histoire, ce qui leur permettra de connaître le sort des jeunes qui ont été utilisés dans des crimes. Certaines familles victimes des récentes inondations de Gatumba vont être délocalisées définitivement. 3 collines les plus touchées par ces inondations sont concernées par cette décision du gouvernement. Les usagers de la RN5 Tronçon Nyamitanga-Ruhwa interpellent le président de la République à concrétiser ses propos en exigeant à l'entreprise qui avait réhabilité cette route de revoir ses travaux pour couper court aux multiples accidents qui ne cessent d'emporter des vies humaines. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Des enfants ont été assassinés poignardés le matin de ce jeudi sur la colline Kizi, zone Kiremba de la commune Gasogwe en province Muyinga. L'auteur de ce double crime est un malade mental de la localité. Kerine Iratabara, âgé de 3 ans, est morte sur le champ et Omar Ndayishimiye, âgé de 11 ans, a succombé à l'hôpital de Muyinga. Les administratifs de la commune Gasogwe confirment ces informations et précisent que l'auteur des crimes a été appréhendé par la police. Toujours en page sécurité, la distribution des armes aux Imbonerakure qui se fait ces derniers jours dans différentes localités du pays montre qu'il n'y a pas une différence entre la politique appliquée par le régime d'Evariste Ndayishimiye et celle de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. C'est du moins la réaction de Jean Bosco Ndayikengurukiye, président de l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, à Néransik. Selon ce politicien, le régime en place devrait changer son mode de gouvernance, ce qui lui donnerait une bonne image sur la scène internationale. Suivez plutôt Jean Bosco Ndayikengurukiye. Aujourd'hui, nous sommes très surpris d'apprendre que les Imbonerakure sont encore réarmés par le pouvoir en place dans certains coins du pays, notamment pour accuser certains opposants d'être responsables de ces cas d'insécurité. Ceci aussi, c'est une rengaine, on le sait depuis 2005, ça arrive souvent et ça fait vraiment peur. Bien sûr, le pouvoir de Gitega va dire que ce sont des mensonges, que c'est l'opposition qui ne veut pas que les choses aillent de l'avant, que les barrières de fond puissent reprendre langue avec le Burundi, le gouvernement de Gitega. Mais tout de même, les faits sont parlants. Quand il y a des cas d'insécurité qui se répètent, il n'y a personne d'autre qui doit en être responsable que le gouvernement de Gitega lui-même. Donc, il doit en assumer la responsabilité. Donc, pour prouver le contraire, il faut prouver que les Imbonerakure n'ont pas été armés. Mais bien sûr, naturellement, comme nous le disons au sein de l'Alliance ANER, le problème majeur aujourd'hui, c'est le problème politique qu'il faut résoudre. C'est ceci, demain, ça sera cela. Vous savez, question de sécurité, c'est question de prévention. Ça sera vraiment toujours très compliqué si le problème politique actuel n'est pas résolu, si le pouvoir de Gitega ne se résolve à prendre langue avec son opposition dans sa globalité. Entre-temps, nous osons encore une fois lancer un appel au pouvoir de Gitega pour essayer de mettre de l'ordre dans la maison et notamment pour amener la communauté nationale, notamment les bailleurs de fonds, notamment les investisseurs étrangers, à investir au Burundi pour l'intérêt de tous les Burundais. Et
Sinon, le Burundi sera jugé comme un pays qui n'est pas fréquentable tant que le pouvoir de Gitega ne fait rien pour prévenir des cas d'insécurité. Et pour les jeunes membres des partis politiques, l'attitude des Imbonerakure prouve que ces derniers ne s'intéressent pas à l'histoire, ce qui leur permettra de connaître le sort des jeunes qui ont été utilisés dans des crimes. Lionel Ninheretse, représentant des jeunes du parti Iprona non reconnu par le régime de Gitega, conseille à ces Imbonerakure de penser sérieusement à leur avenir. Suivant plutôt Lionel Ninheretse. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment dommage de ne pas dire le passé. Aujourd'hui, en 2021, entendre qu'il y a des jeunes qui ne pensent que tuer, qui ne pensent que voler et violer les voisins, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de s'introduire dans les musées. On a entendu les Interahamwe au Rwanda, ce qu'ils ont commis, comment ils ont fini, et les GDO au Burundi, les sans d'échecs. Vraiment, je dois conseiller les frères des Imbonerakure de laisser la ligne que je dirais rouge. Le pays a besoin de l'intelligence, les forces pour contribuer au développement du pays, mais pas pour détruire. Tuer les opposants, les autres jeunes, c'est la malédiction, c'est soumettre une tâche qui ne se fasse pas à l'avenir. Et aujourd'hui, le monde court au développement, à la concurrence, pas aux tueries, pas à la violence. Il ne faut pas vraiment qu'ils s'introduisent dans les mêmes erreurs que ses grands frères ont commis. À titre de rappel, ces armes sont distribuées ces derniers jours dans différentes localités aux Imbonerakure et autorisées à les utiliser pour persécuter ou exécuter si nécessaire les opposants au parti CNDD-FDD, à l'occurrence les militants du parti CNL, les ex-FAB et les jeunes de l'ethnie Tutsi. Côté pause, nous poursuivons avec le chapitre Droits de l'homme. Le citoyen Emmanuel Nzisabira qui va bientôt totaliser 3 semaines de détention à Buganda, victime d'avoir réclamé ses vaches confisquées par l'administrateur de la commune de Buganda, est illégalement incarcéré car l'administrateur n'a pas la qualité dans nos PJ. Propos de maître Gustave Nyonzima, ce défenseur des droits de l'homme, interpelle les supérieurs hiérarchiques de cet administrateur, qu'il se dit syndicat. Maître Nyonzima trouve que l'administrateur devrait être suspendu de ses fonctions et traduit en justice car il a abusé de son pouvoir. Maître Gustave Nyonzima. Il y a plusieurs irrégularités et à émailler cette affaire. De prime abord, l'administrateur communal n'a pas la qualité d'OPJ afin d'appréhender quelqu'un. Ça viole ostentatoirement les articles 1 à 11 du Code de procédure pénale. Quand bien même cet administrateur communal avait la qualité d'OPJ, normalement, quand quelqu'un est arrêté, préalablement, on lui signifie les actes d'accusation, on lui signifie l'OPJ qu'il a convoqué, là où officie cet OPJ, mais rien n'a été fait. Cela viole ostentatoirement des articles 14 et 230 du Code de procédure pénale. Et également, il n'a pas été assisté par un avocat de son choix d'ira d'interrogatoire, ce qui viole l'article 10 alinéa 5 du Code de procédure pénale. Aussi, au niveau de la détention, il vient de passer 3 semaines en garde à vue. Or, conformément à l'article 34, la garde à vue ne peut pas dépasser 7 jours. Vous entendez qu'il y a plusieurs irrégularités procédurales dans cette affaire. Aussi, la détention étant l'exception, la règle étant la liberté, parce qu'il est en train de réclamer ces vaches spoliées même par l'administrateur communal. Et ce dernier même dit, du moment que tu vas laisser de réclamer tes bétails, moi je vais te libérer. C'est-à-dire que l'administrateur en abuse son autorité. Il y a l'abus du pouvoir de l'administrateur communal. Normalement, le conseil communal, mais aussi la hiérarchie supérieure de cet administrateur devait le suspendre et le traduire en justice, car c'est lui qui est le plus criminel même que la victime. C'est vraiment du tohi-bohi dans cette affaire. Ça nous montre qu'il n'y a pas de la loi, il n'y a pas de la légalité, ce qu'on appelle le principe de la légalité. C'est un maître Gustave Nyonzima, un des défenseurs des droits humains au Burundi. Un commerçant de la localité de la zone Rusamaza, en commune Gihogazi de la province Karuzi, est détenu au cachot du commissariat de la police de cette commune depuis ce vendredi. Les informations en provenance de cette localité indiquent que le prénommé Beatus avait accompagné ce matin le chef de la zone Rusamaza en la personne de Mathias Aliongera, qui répondait à une convocation de l'administrateur communal de Gihogazi.
Les mêmes sources ajoutent que ce commerçant serait tombé dans un piège lui tendu par ce même chef de la zone Rusamaza, avec qui il était en conflit lié à la vente des produits de la Braroudi. Le prénommé Beatus avait décidé de se cacher depuis mardi dernier de peur d'être arrêté par des Imbonerakure envoyés par cette même autorité. Parlons justice à présent, tout juge corrompu devrait être sanctionné conformément à la loi et ce dans le strict respect de ses droits, notamment le droit à la défense. Réaction de Maître Vital Shimirimana, une réaction consécutive à l'indignation des juges qui accusent le ministre de la Justice de le punir arbitrairement sur base uniquement des accusations de la population. Pour Maître Vital Shimirimana, ancien président du syndicat des magistrats Simabu, c'est une façon d'autoriser à la population de se faire justice contre ces juges. Suivez Maître Vital Shimirimana. Il est connu de tout le monde que l'appareil judiciaire, tout comme d'autres institutions publiques, est gangréné par le fléau de la corruption. Mais la démarche entreprise par le ministre de la Justice dans ce qu'elle appelle la lutte contre la corruption ou la moralisation des magistrats est attentatoire aux droits de ces magistrats, en ce sens que cette démarche est contraire aux prescrits du statut des magistrats qui exige que chaque magistrat ait observé, noté, coté et sanctionné en vertu d'une procédure bien précise. Le ministre de la Justice possède un dossier administratif pour chaque magistrat. Il n'est pas difficile de savoir si un magistrat s'est rendu coupable ou responsable de quelque manquement que ce soit. Mais aussi, le ministre de la Justice peut commanditer ou instruire les instances habilitées à mener des enquêtes approfondies, quitte à débusquer les magistrats corrompus et les poursuivre devant les juridictions compétentes. Parce que ça ne suffit pas de limoger ou de donner une mutation administrative ou disciplinaire à un magistrat corrompu. Il faut qu'un magistrat corrompu soit sanctionné conformément à la loi dans le strict respect de ses droits, notamment le droit à la défense. Parce que ce que le ministre de la Justice est en train de faire, c'est une façon de décider la population à se faire justice contre des magistrats qui ne veulent pas. Toujours au chapitre justice, une peine de 10 ans et 3 millions de dédommagements. Tel est le jugement rendu ce jeudi par le tribunal de grande instance de Kirundo contre un policier Dino de Pascal Habonimana, surnommé Baïka. Ce dernier s'est rendu coupable du crime d'assassinat d'une femme Dino de Leonci Kabihogo de la colline Kabonde, commune et province Kirundo. Leonci Kabihogo avait demandé au policier de mettre sur elle le canot de son fusil car elle avait appris que la fumée qui sort du fusil guérit la maladie dite Igissio et le policier a tiré. Le policier a plaidé coupable pour ce crime accidentel, c'est justice. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Gitega décide de délocaliser définitivement certaines familles des victimes des récentes inondations de Gatumba. La décision concerne les propriétaires des parcelles de 3 collines de la zone Gatumba qui ont été les plus touchés par ces inondations. Après délocalisation, l'État récupérera les anciennes propriétés de Gatumba. Le point avec Eric Nyonzima. Ce sont les propriétaires des parcelles des collines Mouchacha 112 et la colline Gaharawe encore inondées qui vont être délocalisées définitivement. Ce jeudi, Simeo Butoy, administrateur de la commune Mutimbuzi, a tenu une réunion avec ses sinistrés. Il leur a demandé de fournir des documents attestant que ce sont eux les propriétaires des parcelles. Notre source habite la zone Gatumba. L'administrateur de la commune Mutimbuzi s'est rendu dans la zone de Gatumba. Il a indiqué à la population que ceux qui sont touchés par les inondations et dont les parcelles sont toujours inondées vont être bientôt délocalisés. Il leur a demandé d'apporter les documents de leurs parcelles pour être enregistrés. C'est cette décision qui a été prise. Selon la même source, ils ont été avertis qu'ils n'auront pas les mêmes superficies que celles qu'ils avaient à Gatumba. Il nous a dit que nous devons savoir que si une personne a 4 arts à Gatumba, elle n'aura pas les mêmes. Elle pourra avoir 2 arts. Il a expliqué que les sinistrés sont nombreux
et qu'ils ont tous besoin de parcelles. Il a également précisé qu'ils vont leur construire des maisons. Il a indiqué qu'ils seront déplacés vers la zone Marambia de la commune Mutimbuzi et d'autres dans certaines provinces s'il le faut. Mais après avoir entendu ces propos, la foule a hurlé, montrant son désaccord. L'administrateur de Mutimbuzi a encore bien signifié à cette population que cette délocalisation sera définitive. Ces propriétés de Gatumba seront alors récupérées par l'État. Ces propriétaires des parcelles inondées ont jusqu'à vendredi pour déposer ces preuves de propriété. Merci à toi Eric Nionzima. Le bureau de l'ONU chargé de la coordination de l'aide humanitaire OCHA estime que l'assistance d'urgence à ces habitants de la zone Gatumba qui ont été affectés par les inondations reste toujours inquiétante. Cette insuffisance, c'est le contenu du rapport de ce jeudi qui montre qu'en plus de l'incapacité de relocalisation, la situation humanitaire et d'insécurité alimentaire sont des défis majeurs nécessitant des solutions durables. Le contenu du rapport avec Daniel Claire et la Toumbe. Le rapport de l'OCHA de ce jeudi montre que la capacité est pour le moment inefficiente pour pouvoir relocaliser les ménages affectés et dont les parcelles ont été déclarées inhabitables à Mushasha 1 et 2, ainsi que dans une partie de Gaharawe. Ce bureau de l'ONU chargé de la coordination de l'aide humanitaire fait également savoir que près de 28,5 hectares ont été disponibilisés sur autorisation du ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre dans la zone d'Obuhomba, en commune de Mutimbuzi, pour 650 parcelles au moment où la capacité actuelle est de 250 abris semi-permanents et que la demande ne cesse d'augmenter. L'OCHA rappelle que les personnes jusqu'ici affectées par les inondations s'évaluent à plus de 50 000. En effet, la zone de Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, a été la plus touchée et enregistre à elle seule 40 673 victimes des débordements des rivières Rusizi et Kajeke et la montée des eaux du lac Tanganyika. De plus, sur le plan de réponse humanitaire, l'OCHA indique que la véritable défi est la capacité limitée des acteurs à apporter l'assistance d'urgence dont a besoin les sinistrés. Jusqu'aujourd'hui, seuls 4,7 millions ont déjà été mobilisés au moment où la planification humanitaire ciblant 13 000 ménages sinistrés pour les 6 mois prochains requiert 10 millions de dollars américains. Pire encore, mentionne l'OCHA, les secteurs de la santé et de la nutrition sont les moins financés alors que presque un habitat sur 6 de la population burundaise se trouve dans le besoin d'une aide humanitaire et presque le même effectif dans une insécurité alimentaire. En définitive, l'OCHA estime que la mise en place rapide de solutions durables pour les personnes affectées ainsi que l'aménagement et la protection des terres inondées sont nécessaires afin d'éviter la persistance et l'augmentation des besoins humanitaires liés aux inondations. Multiplication des accidents qui emportent des vies humaines aux causes de l'infirmité sur la RN5, tronçon Nyamitanga-Rouva. Les usagers de cette route lient ces accidents à la dégradation de cette route. La population locale appelle le président de la République à concrétiser ses propos en exigeant à l'entreprise qui avait réhabilité cette route de revoir ses travaux. Le point avec Francine Mahot. Sur plus de 30 km, la route nationale numéro 5 tronçon Nyamitanga-Rouva est endommagée. Elle est jonchée de nids de poules et à certains endroits, les caniveaux sont quasi inexistants. Ils ont été détruits ou par les ondes de pluie ou se sont écroulés d'eux-mêmes. Aujourd'hui, l'état de cette route est à l'origine de la multiplication des accidents. Le 22 de ce mois de juillet, elle a fait des victimes comme le témoigne cet habitant de la localité. L'état déplorable de cette route est à l'origine de nombreux accidents. Un conducteur essaie d'éviter des nids de poules, mais il croise un autre et c'est un accident. Pas plus tard que le 20, au niveau de la pente de Ruhagarika, la localité d'Ikumukashu, un endroit jonché de nids de poules, il y a eu un accident. Un camion y a renversé un cycliste et il est mort. 4 autres personnes, des musulmans qui se rendaient à la prière de l'Idirhaj sur moto, ont été également renversés et aujourd'hui, ils sont arrêtés à Bujumbura.
Dernièrement, le président Ndayishimiye n'avait pas caché son mécontentement quant à l'état de cette infrastructure. Il avait juré que l'entreprise responsable de sa réhabilitation n'aura plus d'autres marchés au Burundi tant qu'elle ne se sera pas rattrapée. La RN5 s'était gravement détériorée à moins de 5 ans de la réception définitive. En avril 2020, à l'hémicycle de Kigobe, les députés élus dans la circonscription de Chibitoke se plaignaient qu'à moins de 6 mois de remise des travaux de réhabilitation, la route présentait déjà des nids de poules et difficiles au niveau de la zone Gasenyi, Kaburanwa et Nyamitanga de la commune Buganda. Ces députés n'hésitaient pas à évoquer un probable détournement de fonds destinés à la réhabilitation de cette dernière. Invité à l'hémicycle de Kigobe, Jean Bosco Nuzonimana, ministre des Travaux publics d'alors, avait tranquillisé les députés que des enquêtes étaient en cours pour établir les responsabilités. Eh bien, merci à toi, Francine Mahoro. Parlons économie à présent. Le Burundi a besoin d'une introspection qui lui permettra de connaître ses faiblesses en matière d'économie. C'est du moins le point de vue de Faustin Ndikumana, président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Pour Faustin Ndikumana, cette introspection permettra de faire une réflexion qui accoucherait aux recommandations pertinentes. Ainsi donc, Faustin Ndikumana propose l'organisation des États généraux de l'économie. Écoutez-le. Le gouvernement devrait organiser les États généraux sur la situation actuelle de l'économie et de la gouvernance et ses perspectives d'avenir. Passer au cri de la situation économique, le taux d'endettement, le taux de pauvreté, tout cela, ce classement d'être toujours parmi les pays les plus pauvres ou être le premier pays le plus pauvre, je ne sais quoi, mais il faut quand même une introspection par rapport à cette situation. Comme le nouveau leadership se dit, les Kangozi, on voudrait avoir une réflexion qui accouche des recommandations pertinentes. Et il faut avoir parti d'une histoire de référence connue. Il faut la culture d'usage des indicateurs de développement. Le PIB, le taux de pauvreté, le PIB par habitant, nous sommes à quel niveau, le taux de malnutrition, le taux de croissance, nous sommes à quel niveau par rapport à d'autres pays. Nous voulons arriver où? La chose de référence est très fondamentale. L'usage des indicateurs économiques pour un pays qui veut se doter d'une vision, par exemple, de développement, c'est très fondamental. Alors, on aboutira alors aussi à l'évaluation de la mise en application du programme national de développement PND à travers son programme d'action prioritaire, le PAP. Vous savez, même le PAP, c'était de 2018 à 2022. Maintenant, nous sommes en 2021. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la mise en application du PAP, du plan d'action prioritaire? Par exemple, au niveau global, on avait souhaité qu'à l'issue de la mise en application du PND, il faudrait avoir abouti à un PIB par habitant dépassant $700. Alors, aujourd'hui, où est-ce que nous en est? Comme on a élaboré le PND avec un PIB par habitant de moins de $300, je crois $286 par habitant. $286, le PIB par habitant. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il faut vraiment la culture d'évaluation, la culture d'usage des indicateurs. Aussi, il faut penser à redynamiser le Conseil économique et social pour jouer le rôle qui est le sien. Animer des débats, donner des conseils pour créer un changement, une dynamique de changement par rapport aux réformes nécessaires. On doit aussi mettre sur pied un centre de recherche et de pilotage des réformes économiques et sociales. Un centre de recherche très fort. Très récemment, on avait l'idée que comme maison de recherche, maintenant, elle ne fonctionne plus. Quelle est la maison de recherche aujourd'hui qui peut appuyer la recherche sur les orientations du gouvernement? J'imagine que ce centre pourrait même organiser les contributions d'autres experts, là où par exemple la question démographique a été maîtrisée, là où la question démographique n'est plus un problème parce qu'on a pu explorer d'autres opportunités économiques, ça devrait nous inspirer. En matière de bonne gouvernance, Faustin Ndikumana constate une certaine inertie des institutions à plusieurs niveaux. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Et sur la gouvernance, on devrait alors faire une réflexion sur les situations qu'on commence à observer, où c'est le président de la République qui commence à débusquer des cas d'anomalie au niveau de l'exécution des travaux de développement dans des communes. Alors on se demande, les structures hiérarchiques d'inspection, de contrôle, où sont-elles? Où est par exemple la direction des marchés publics pour constater cette anomalie au niveau des passages des marchés publics? Quel est le rôle de l'inspection des finances communales? Où est le rôle des gouverneurs?
les cours des comptes, les directions générales de l'État, toute une panoplie de structures qui doivent intervenir. Mais on attend au plus haut sommet le président de la République pour des bisques. À Rotraco, où sont les rapports annuels de l'institution générale de l'État pour commencer à prouver que l'entreprise ne marche pas, prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Mais si on continue à ce rythme où c'est la plus haute autorité qui doit débusquer toutes ces affaires à l'échelle même le plus reculé, autant mieux que toutes ces structures démissionnent parce qu'ils ne créent pas de valeur ajoutée, ils perçoivent de l'argent du contribuable à travers les salaires. Faustin Dikoumana, président de Parcel, s'est exprimé lors d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi. Le Centre national des opérations d'urgence est en cours de création au pays. Annonce faite au cours du Conseil des ministres de ce jeudi. Prosper Ntagwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, fait savoir qu'il a pris pour l'établissement de ce centre et la Fédération de Russie. En cas de besoin, ce Centre national des opérations d'urgence pourra intervenir dans la sous-région. Suivez Prosper Ntagwamiye. Projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du Centre national des opérations d'urgence. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Depuis 2011, le Burundi s'est doté d'un plan d'organisation de secours devenu plan d'organisation de la réponse de sécurité civile, destiné à mettre en place des organes de réponse aux urgences, dont le Centre national des opérations d'urgence. Le Centre national des opérations d'urgence est un emplacement physique dans lequel se déroulent les activités de gestion des urgences. Il est pour le moment en cours de création avec l'appui technique et financier de la Fédération de Russie. Le centre pourrait être appelé à intervenir au niveau sous-régional en cas de besoin, étant donné que le Burundi a été choisi pour abriter le centre régional d'excellence dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Afin de rendre opérationnel ce centre et renforcer les mécanismes existants de coordination de la réponse aux urgences, ce dernier doit être appuyé par un texte légal. C'est l'objet de ce projet de décret. À l'issue du débat, le projet a été adopté. Au cours du même Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que les projets d'accords bilatéraux sont en cours de préparation entre le Burundi et d'autres pays qui accueillent les Burundais en quête d'emploi, surtout certains pays du Golfe. Le but est de résoudre le problème de migration illégale de la main-d'œuvre burundaise. Suivez encore une fois Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi a présenté une note relative aux activités des agences d'emploi privées. Il a indiqué que les activités de ces agences ont été suspendues après le constat que certaines d'entre elles s'adonnaient à des activités illégales à travers l'envoi de travailleurs migrants burundais à l'étranger en violation de la réglementation en vigueur. En attendant le processus de régulation de ce secteur, et compte tenu de l'importance de l'intermédiation par ces agences de placement de la main-d'œuvre au niveau du marché du travail local, la note propose la révision de l'ordonnance numéro 660/351/91 du 9 novembre 1991 qui réglemente cette activité pour permettre à ces agences de reprendre les opérations de placement de la main-d'œuvre uniquement sur le marché local. Le Conseil des ministres a demandé au ministre en charge de la fonction publique de préparer un texte relatif à l'intention du Conseil des ministres afin de le mettre en concordance avec les autres textes en vigueur actuellement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement a présenté une note sur la gestion de la migration de la main-d'œuvre. Cette note est produite suite au constat de la migration illégale dans certains pays du Golfe dans le but de la recherche de l'emploi, en passant notamment par les pays limitrophes. Il a indiqué que le Burundi a établi des mécanismes de coopération avec les pays voisins pour lutter contre ce phénomène et cela a produit des fruits. Il a indiqué également que les projets d'accords bilatéraux entre le Burundi et certains pays du Golfe et d'autres pays de destination de cette main-d'œuvre burundaise sont en préparation afin d'assurer
une migration régulière et ordonnée. C'était Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. À la présentation, c'était Onésime Dushimagize. Je vous souhaite de passer un beau début de week-end.